Réfléchir sur la question de l'actualité de la philosophie revient en quelque sorte à s'interroger sur les enjeux, les finalités et les perspectives du type de réflexion qui est la sienne, c'est-à-dire le type de réflexion qui est la réflexion philosophique. Par la notion d'enjeu, on entend généralement ce que l'on peut gagner ou perdre dans une entreprise quelconque ou dans une compétition. La philosophie est en fait ici mise en demeure de devoir elle-même fournir la justification de sa nécessité, de son actualité. Beaucoup d'élèves sont là parmi vous. Voilà, ils se disent que la philosophie, elle est inutile. Moi, j'en connais. Tous les élèves de la terminale S de ma terminale à moi te diront que, monsieur Kayinte, franchement, on devait pouvoir même éliminer la philosophie parce qu'elle ne sert à rien. Et beaucoup le pensent aussi parmi vous. Pensent que bon, c'est un vain bavardage. C'est ça que nous voulons analyser. Je vais vous donner raison dans la première partie. Vous montrer qu'effectivement, la philosophie, elle semble être réellement très inutile et semble ne rien apporter et être un vain bavardage. On est d'accord? Mais on verra quand on aura fini cette partie-là et vous me direz vous-même si elle est nécessaire, si elle est encore d'actualité. Monsieur Diémé viendra là-dessus parce que quand on parle de philosophie et de la science, j'ai beaucoup aimé le thème. Pourquoi? Parce que ça va vous aider à voir l'actualité de la philosophie face à ce monde mercantile, face au progrès extraordinaire de la science. On est d'accord? Et donc la philosophie est ici mise en demeure. La question la plus cruciale qui se pose à son sujet est bien celle de savoir si elle est nécessaire, si elle est de nos jours encore actuelle. En effet, si l'on en croit Guillaume Pigéat de Gurbert, il dit quoi Guillaume? Le problème de la philosophie n'est donc pas qu'est-ce que la philosophie, qui présuppose l'existence déjà de la philosophie et ne suppose que de son essence. Mais bien plutôt, la question selon lui, et si la philosophie était impossible? Et si la philosophie était impossible? Interroger la philosophie, ce n'est pas analyser sereinement son essence en cherchant à la distinguer d'autres essences, mais affronter le risque de son inexistence. Et si la philosophie n'existait pas? Voilà le danger. Si elle n'existait pas, ça veut dire que tout ce qu'on fait ne confirme que c'est un vain bavardage qui est inutile et qui ne sert à rien. Et dans l'histoire de la philosophie, on va le voir avec Caliclès, la philosophie, selon lui, est inutile. Il y a un âge, on philosophe, mais maintenant, au-delà de la jeunesse, quand on veut philosopher, on fait quelque chose de bizarre. Et on mérite fouet et mépris. Et donc, affronter la question de son inexistence, il faut en effet poser par-delà la question du sens de la philosophie, qui est une acceptation implicite de son être, le risque de son non-être. Et si la philosophie n'était point du tout, qu'adviendrait-il? La réflexion philosophique en elle-même a-t-elle un intérêt? Est-elle utile? Et puis, le monde moderne caractérisé par le mercantilisme et le pragmatisme, a-t-il encore des raisons de philosopher? On est d'accord? Donc, le premier point, c'est la nécessité de la philosophie en question. Le préjugé de l'opinion. Ça me permet, toujours dans la perspective de ce qui a été proposé comme programme, le fait de vous permettre déjà de réviser l'opinion, la philosophie comparée à l'opinion. Parce que la perception que l'homme du sens commun a de la philosophie, c'est la mentalité du sens commun, au fond. Et c'est comme ça que cela fonctionne. Une chose quelconque est dite nécessaire si elle ne peut pas ne pas être. La nécessité se définit comme ce qui ne peut pas ne pas être. En ce qui concerne la philosophie, poser le problème de sa nécessité revient à lui imposer un procès. Lui incombe alors l'impérieuse et la délicate tâche de faire sa propre plaidoirie pour tenter d'esquiver les attaques souvent imparables des réquisitoires, si vous voulez, toujours sévères, qui lui sont adressés. Le premier réquisitoire contre la philosophie est celui de la foule. Qu'est-ce que la foule?
l'opinion commune. C'est-à-dire celui de ceux qui ne sont pas philosophes. Ceux qui, comme le dit Bertrand Russell, n'ont aucune teinture de la philosophie. Ceux qui n'ont aucune teinture de la philosophie. Donc la foule, c'est en quelque sorte l'opinion commune ou le sens commun. À la question de savoir à quoi sert la philosophie, que répond l'opinion? Elle répond sans embâche qu'elle n'est d'aucune utilité, qu'elle n'a aucun intérêt pour la vie pratique. Ça, vous le pensez aussi. La philosophie, elle est inutile et elle n'a aucune utilité pratique. C'est normal. Ainsi, l'homme ordinaire qui est très attaché à la dimension matérielle de la vie et qui a une vision très superficielle des choses, en tout cas a coutume d'être hostile à l'égard de la philosophie. Pour lui, en effet, la philosophie apparaît comme une réflexion spéculative, inutile et inefficace, en ce sens qu'elle ne contribue pas à apporter une réponse, si vous voulez, aux préoccupations concrètes des hommes. À ce titre, la philosophie serait alors comme une évasion, une fuite hors de la réalité, puisqu'elle ne sert à rien et n'a aucune finalité d'ordre pratique. Elle serait en vain un vain bavardage, une somme d'alucubration, c'est-à-dire une déraison de la raison, on va dire, qui nous détache, si vous voulez, du monde et nous détourne des urgences auxquelles les hommes sont confrontés. Et donc, aux yeux de Stéphane Robillard, il dit quoi? Alors que nos questions appellent souvent une réponse urgente, précise et opérationnelle, la philosophie nous déçoit car elle prend son temps, elle refuse souvent de se prononcer dans l'urgence, donne l'impression de noyer la question dans des considérations bien plus générales et propose en guise de réponse soit d'autres questions, soit des énoncés subtils en théorie, mais inapplicables en pratique. Vous voyez, la philosophie propose, selon un peu Robillard, des réponses, en guise de réponse, d'autres questions. Ça c'est ce que confirme Jean Jaspers quand il dit quoi? En philosophie, qu'est-ce qui est plus essentiel? Les questions. Selon lui, en tout cas, au lieu de proposer aux gens des réponses et ce qui marche, ce qui est efficace, la philosophie, au contraire, propose quoi? D'autres réponses. D'autres questions, excusez-moi. D'autres questions. On est d'accord? En philosophie, l'essentiel, ce n'est pas les réponses, puisque les réponses, je vous le dis, les réponses nous stagnent. Les réponses stagnent les humains et l'esprit humain. Et alors que la question nous fait avancer, les questions nous font avancer, mais les réponses, en tout cas, nous stagnent et nous maintiennent sur place. C'est ce qu'a compris la science et la philosophie, et que la vérité, elle est toujours dans la perspective à rechercher. On est d'accord? Et donc, la meilleure illustration de la stérilité du discours philosophique face aux urgences de la vie est à chercher, selon Robillard, dans la prétendue ignorance de ce philosophe par excellence, de cet inventeur et père spirituel de la philosophie. Qui est cet inventeur de la philosophie? Socrate. Quelle est sa prétention? C'est qu'il ne sait rien. On dit que voilà, c'est ce qui montre vraiment la stérilité de la philosophie. Vous voulez philosopher, vous dites aux gens, je ne sais rien, alors que vous êtes philosophe. Finalement, ça veut dire que la philosophie, elle est stérile. Et donc Socrate, il se plaît en effet à affirmer avec beaucoup d'ironie que sa seule certitude consiste à ne rien savoir, à n'être certain de rien et par-dessus tout à se mettre dans la posture sempiternelle. Sempiternelle, c'est quelqu'un qui, de façon continuelle, cherche, si vous voulez, la vérité. Un questionneur, on est d'accord? Ses interlocuteurs et la plupart de ses concitoyens le trouvent à juste titre enquiquinant. Quelqu'un qui est enquiquinant, c'est quelqu'un qui est gênant, quelqu'un qui est ennuyeux et ennuyant, on va dire. Ainsi, ni l'ignorance feinte de Socrate, ni ces questions gênantes et insolubles ne peuvent être d'un grand secours par les difficultés quotidiennes que les hommes endurent. Ce qu'il y a de pire, c'est qu'au-delà
de l'incapacité pratique de la philosophie et de son caractère spéculatif, on peut noter que le philosophe lui-même ne peut guère se servir de son art pour se tirer d'affaire, pour se sortir lui-même de ses propres difficultés ou des embarras dans lesquels il s'empêtre. Les illustrations de cette idée ne manquent pas. L'anecdote racontée dans le Théâtète par Platon au sujet de Thalès. Tout le monde connaît l'histoire. Quelle est l'histoire de Thalès? Avec la servante de Thrace. Il observait les astres et comme il avait les yeux au ciel, il tomba dans un puits. Une servante de Thrace, fine et spirituelle, le railla, dit-on, en disant qu'il s'évertuait à savoir ce qui se passait dans le ciel et qu'il ne prenait pas garde à ce qui était devant lui et à ses pieds. La même plaisanterie s'applique à tous ceux qui passent leur vie à philosopher. Ça, c'est dans le Théâtète. J'ai cité textuellement le texte de Platon. Et donc, pourquoi je cite ceci? Comment analysez-vous ce puits-là? Ce n'est pas un puits là où on va chercher de l'eau. Ce puits-là, c'est les difficultés, les problèmes quotidiens de l'homme. Ce puits-là dans lequel il est tombé, c'est le piège de tous les jours. Le philosophe, il a tendance à donner de bons conseils, à demander aux gens d'être vertueux, à donner des leçons aux gens, mais dans la vie, dans sa vie à lui, il a du mal à s'appliquer lui-même cela. Il y en a, c'est pas tout, on peut donner des exemples de philosophes. Je parlerai de Kant, je parlerai aussi de Rousseau. Donc, par-delà la personne de Thalès, qui est la figure philosophique la plus marquante de son époque, c'est-à-dire fin 7e siècle, 6e siècle avant Jésus-Christ. C'est l'image même du philosophe qui est visée. Il est habituellement présenté par le sens commun comme quelqu'un dont le discours est aérien et abstrait, qu'il passe complètement à côté de la réalité. Donc le philosophe est lui-même vu comme un personnage étourdi et maladroit, incapable de trouver une solution à ses propres problèmes parce que pris dans le piège de ses méditations oiseuses et sans fin. On est d'accord? Donc, or, à trop réfléchir, on n'agit point et on sombre irrémédiablement dans l'irrésolution. À trop réfléchir. On peut donner un exemple. Emmanuel Kant. Emmanuel Kant dit que agis de telle sorte que ta maxime puisse être érigée en règle. Donc la morale extraordinaire. Mais vous savez, Emmanuel Kant n'a jamais eu de femme ni d'enfant. On est d'accord? Et vous prenez Rousseau aussi, qui a parlé de l'éducation, qui a parlé de contrat social, la vie en société, le processus de socialisation, tout cela. Mais Rousseau, il a fini par donner ses enfants dans une maison d'accueil. On a accueilli ses enfants pour les éduquer, pour les élever là. Socrate, lui, Socrate n'a jamais eu une vie extraordinaire. Il fut quelqu'un qui portait, il n'avait qu'un seul manteau, non? Et qu'il portait tout le temps, et là où il passait, c'est le même habillement. C'est quelqu'un, en tout cas, qui passait inaperçu et qui n'était pas, si vous voulez, il n'avait pas ce poids-là, ce poids de la considération, évidemment. Et il incarnait le philosophe, il incarnait l'attitude philosophique, là où les gens veulent un peu la vraisemblance, lui, il est discret et il ne se faisait jamais remarquer. Voilà, Diogène aussi, ils sont nombreux, on ne peut pas finir, si vous voulez, la liste. Kierkegaard aussi, lui, Kierkegaard, c'est un autre, il va dire, mais qu'est-ce qui m'a foutu dans ce monde-là, sans demander mon avis? Imaginez, vous posez des questions sur celui qui vous a créé, et vous dites que j'ai une question à lui poser, Pourquoi est-ce qu'il n'avait pas demandé mon avis avant de m'emmener au monde? Non, mais c'est extraordinaire. Pour vous montrer simplement la perception que l'homme du sens commun, les non-avertis, si vous voulez, ont de la personne du philosophe. Et donc, ils n'ont pas ils sont prodigués des conseils qu'eux-mêmes, ils n'ont pas réussi à s'appliquer. En outre, dans le dialogue philosophique de Platon intitulé le Gorgias, un personnage intrépide comme Calliclès, disciple des sophistes, vous savez que Calliclès aussi, il fait partie des sophistes, on va dire, il va dire, déclame un réquisitoire sévère contre Socrate, mais aussi contre la philosophie et le philosophe. Pour lui, la philosophie ne serait qu'un jeu, ça vous le connaissez, mais aussi contre la philosophie est un jeu,
n'aurait aucune fonction ludique. Donc c'est pourquoi, selon Caliclès, la philosophie est bonne à connaître dans la mesure où elle sert à l'éducation et il n'y a pas de honte quand on est jeune à philosopher. Mais l'homme mûr qui continue à philosopher fait une chose ridicule, Socrate, et pour ma part, j'approuve à l'égard de ces gens-là le même sentiment qu'à l'égard d'un homme fait qui bégaye et qui joue comme un enfant devant un homme âgé que je vois continuer à philosopher sans jamais s'arrêter. Je me dis, Socrate, que celui-là mériterait quoi? D'être fouetté. Voilà un peu ce qu'il montre. Donc à travers ces propos, Caliclès, on le voit, remet en cause le sérieux de la philosophie. Il minimise la portée de la réflexion philosophique. Elle est à ses yeux du moins, une activité un peu juvénile et puérile. Aussi fait-elle honte aux yeux et aux vieillards. Donc la préoccupation principale de l'adulte devrait plutôt être non pas de radoter en philosophant, radoter c'est un peu, si vous voulez, les délirer et autres, déraisonner, comme un enfant, mais d'intégrer, si vous voulez, les instances de décision et d'œuvrer à la bonne marche de la cité. Sur un autre plan, pour finir sur ce premier point, la philosophie est perçue comme une menace pour l'ordre existant. Elle est jugée comme dangereuse par la société, soucieuse de contrôler et d'assujettir les libertés pour rétablir l'ordre. Le danger de la philosophie réside précisément dans le fait qu'elle ait une pensée libre et foncièrement critique. Une pensée qui dit non, qui pourfend les préjugés de l'opinion commune. C'est le procès, la condamnation et l'exécution de Socrate qui sont, si vous voulez, une parfaite illustration des rapports difficiles et souvent heurtés entre le philosophe et la société dans laquelle il évolue. Vous voyez, donc de façon ramassée, ça c'est la mentalité de l'homme du sens commun. Ça c'est comment réagit la société face à la personne du philosophe. Comment est-ce qu'il est traîné, il est considéré et il est traité, on va dire. On peut dire quand même que c'est de la maltraitance, hein, que de considérer les philosophes comme des gens inutiles. Et vous le pensez vous aussi, qu'ils sont si inutiles que cela? Hein? Bon, est-ce que l'être humain, il n'a que des besoins d'ordre matériel? Pour être heureux, a-t-on toujours besoin que du matériel? Le matériel nous rend-il heureux? Monsieur Djemé va régler ça. On se donne rendez-vous dans quelques minutes. Et donc, je vous dis quoi? Quelles sont les finalités alors? Puisque vous êtes convaincus quand même que la philosophie, elle est inutile. Elle ne sert à rien. On est d'accord? Maintenant, on va voir maintenant quelles sont les finalités, quel est l'objectif de cette réflexion philosophique-là. Quelles sont ses finalités, le but? Alors, il est nécessaire de voir si les reproches qu'on fait à la philosophie sont à tout point de vue admissibles. C'est ça qui est nécessaire. Les reproches qu'on fait à la philosophie, il faut qu'on les analyse quand même, pour voir si elles sont à tout point de vue fondées. Les objections faites par le sens commun à la philosophie peuvent-elles être vraiment crédibles quand on sait qu'elles découlent le plus souvent de préjugés ou d'une vision très superficielle de la nature véritable de la philosophie? Il ne faut en aucune manière se fier aux préjugés hâtifs de l'opinion commune, car, comme le soutient fort Juste Bachelard, il dit quoi? L'opinion a en droit toujours tort. Ça, c'est Bachelard qui parle et montre que l'opinion a toujours tort. L'opinion pense mal, dit-il. Elle ne pense pas, elle traduit ses besoins en connaissance. Ça, nous le trouvons dans la formation de l'esprit scientifique, son œuvre, à la page 14. Et donc, c'est par conséquent aux philosophes qu'il revient de répondre à la question de savoir quelle est la nécessité de la philosophie. C'est à eux qu'il incombe
de dire quelles sont les finalités de la réflexion philosophique. Il n'y a pas de doute que l'on fait à la philosophie une mauvaise querelle, ça c'est sûr. Tout le monde sait que l'homme du sens commun fait une mauvaise querelle à la philosophie, fait un mauvais procès à la philosophie. Si on se permet de le juger à partir des critères de l'utilité pratique, ça c'est ignorer la philosophie, philosophie en se basant simplement sur le matériel. On ne dira pas à un philosophe de nous faire un pont qui lie Ndahonga à Foundiougne. On est d'accord? Mais on demandera aux philosophes de réfléchir sur la nécessité de ce pont, sur l'utilité de ce pont, sur comment la faisabilité, sur les conséquences à long terme, et ainsi de suite. On est d'accord? Beaucoup ne sont pas d'accord. Ils me regardent au subjonctif, d'autres à l'infinitif, d'autres à l'imparfait. On va régler ça de toutes les façons. Donc, voilà, pour le sens commun, alors, une chose quelconque n'est utile que si elle produit de la richesse ou si elle procure une satisfaction d'ordre matériel. Mais si l'on en croit le philosophe camerounais Ebenezer Ndiomwele, je l'aime, c'est mon ami, il convient de souligner avec force qu'on ne pourrait demander aux philosophes, dans le contexte de la bataille de développement, de combler le vide avec des ponts, des machines, des routes bitumées, etc., comme on le demande aux divers ingénieurs. Voilà, à un ingénieur, on peut lui demander un pont, mais à un philosophe, on ne va pas lui dire de nous construire un pont. On est d'accord? Et donc, il ne revient pas aux philosophes, de s'investir sur le terrain de l'action, ni à la philosophie de manifester une quelconque utilité pratique. Cela ne revient pas aux philosophes. Il convient de faire remarquer que la réflexion philosophique vise tout d'abord une finalité d'ordre intellectuel. C'est important. La finalité, c'est d'abord et avant tout, si vous voulez, une finalité d'ordre intellectuel. La mission de la philosophie consiste à exercer l'esprit, à susciter l'éveil de l'intelligence et la curiosité intellectuelle. Aux yeux de Bertrand Russell, la nécessité et l'importance de la philosophie résident précisément dans l'incertitude. Vous connaissez, tout le monde connaît le texte, hein? La valeur de la philosophie doit surtout résider dans son caractère incertain même. On est d'accord? Ceux qui n'ont jamais traversé, si vous voulez, comment on appelle ça? L'univers du doute, c'est que ce sont des gens qui traversent l'existence avec les préjugés qui ont grandi en eux, sans, si vous voulez, la coopération de l'esprit. Vous connaissez le texte. Donc, évidemment, la question ou le questionnement philosophique nous libère, en effet, de l'engourdissement dans lequel on est plongé, la tyrannie de l'habitude et les préjugés du sens commun depuis notre plus tendre enfance. En effet, dès que, disait Russell, il dit quoi? Dès que nous commençons à penser philosophiquement, nous voyons que même les choses les plus ordinaires de la vie quotidienne posent des problèmes auxquels on ne trouve que des réponses très incomplètes. Aussi, la tâche de la philosophie consiste-t-elle à faire disparaître le dogmatisme quelque peu arrogant de ceux qui n'ont jamais parcouru, si vous voulez, la raison du doute libérateur et gardent intact notre sens de l'étonnement en faisant voir les choses familières sous un aspect nouveau. Donc la réflexion philosophique favorise chez ceux qui la pratiquent une ouverture d'esprit par laquelle ils peuvent se libérer de la platitude de ce qui est, la platitude, de l'ordinarité de ce qui est vécu et s'enrichir par la pensée du possible, du nouveau. Voilà. L'homme du sens commun, c'est celui qui croit tout connaître, on est d'accord. Mais quand on commence à dire aux gens, mais qu'est-ce que le beau? Et on commence à se gratter la tête. Le beau, pourtant je connais des... Et quand on vous pose des questions très ordinaires, je m'amuse à dire aux gens, quand nous allons mourir, comment allons-nous continuer la vie? En tant que jeune, en tant qu'enfant, en tant que vieux? Et comment se fait? Parce que c'est une question qui m'est personnelle. Je meurs jeune, peut-être que je vais continuer ma jeunesse là-bas. Je meurs enfant, peut-être que je vais continuer mon enfance.
quand je meurs vieux, je ne peux pas quand même, puisque je ne peux même pas marcher ici, est-ce que je dois continuer à vivre comme vieux à côté de Mame Yalla? On croit connaître toutes ces choses-là. Donc nous sommes dans un temps un peu spécifique. Je ne veux pas qu'on touche beaucoup, si vous voulez, ces questions-là. Peut-être avec des questions, on pourra revenir. Donc c'est des questions ordinaires. Tout ce que nous croyons connaître, voilà ce qui intéresse en réalité la philosophie et le philosophe. Et donc, en effet, la vie humaine ne porte pas donc en elle sa justification. La conscience humaine est nécessairement assaillie par tant de questions angoissantes qui révèlent l'incomplétude radicale de son existence. Qui suis-je? Comment suis-je entré dans le monde? Qui m'a joué le tour de m'y jeter et de m'y laisser à présent? Pourquoi n'ai-je pas été consulté, disait Kierkegaard? Pourquoi n'ai-je pas été consulté avant de venir au monde? Je vais finir. Toutefois, mettre en relief les finalités de la philosophie ne peut empêcher de poser le problème de son actualité dans le monde moderne. Et donc l'actualité de la philosophie dans le monde moderne, je pense quand même que ça sera l'œuvre de M. Djemé qui va en tout cas montrer l'actualité en vous comparant la philosophie à la science et montrer un peu son actualité. Sur ce, je vous dis merci pour l'attention et je vous remercie beaucoup.